Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la formation vidéo Clip 78. Prise en main et stabilisation caméra. Comment maîtriser les mouvements avec ou sans cage, trépied, slider, stabilisateur, steadicam ou autre aide logicielle. La question posée ici est, préfère-t-on des images de ce type ou des images de ce type? Nous allons donc aborder ici la prise en main et la stabilisation de notre boîtier de prise de vue. Et comme le titre l'indique, nous évoquerons l'usage des accessoires suivants. D'abord, l'usage du boîtier à main nue, justement sans accessoires. Ensuite, l'intérêt d'une cage ou de poignées additionnelles autour de notre boîtier, puis l'usage d'un trépied, l'usage d'un slider, l'usage d'un stabilisateur, et on en verra différents types, puis l'usage d'un système type Steadicam. Et enfin, à ne pas négliger l'aide apportée par les logiciels comme Premiere Pro au moment du montage. Avant de balayer le sommaire proposé, j'insiste sur le fait que les mouvements et dynamiques caméra font partie des intentions créatives. L'hyper-stabilisation n'est pas nécessairement le Graal, et on peut vouloir quelques mouvements plus naturels qui collent ainsi davantage à une prise de vue subjective, proche de l'œil d'un protagoniste, par exemple. La stabilisation n'est donc pas une nécessité dans tous les cas. On doit maîtriser le confort du spectateur en finale et ne pas rendre le spectateur malade. L'objectif des accessoires de stabilisation est donc de maîtriser les mouvements dans le cadre créatif qu'on s'est donné. Nous allons donc aborder ici le sujet stabilisation de manière large, sans nécessairement rentrer dans tous les détails, afin de bien comprendre l'ensemble des problématiques et options qui l'entourent, et ainsi de réfléchir sur notre besoin, ou pas, de tel ou tel accessoire, et donc aussi d'investissement matériel et logiciel. Pour donner le scope du sujet, mais de manière simplifiée, on rappellera aussi qu'il existe deux types de mouvements, potentiellement ciblés par la stabilisation. Premièrement, les mouvements parasites non souhaités. On en voit un exemple dans notre petite vidéo d'introduction, tels que des micro-tremblements haute fréquence et souvent de faible amplitude du caméraman lui-même. Manque de stabilité des mains ou du corps par exemple, ou induit par le lieu de tournage, dans un véhicule en mouvement par exemple. Ensuite, les mouvements de plus basse fréquence ou plus grande amplitude, comme le suivi en marchant ou en courant d'un acteur dans notre scène de tournage. J'ai commencé en précisant ces deux types de mouvements, car les accessoires que l'on va utiliser sont plus ou moins adaptés à ces deux domaines de fréquence et d'amplitude. Pour bien comprendre la suite, il faut aussi avoir en tête que la stabilité de la prise de vue qui sera présentée au spectateur résulte de 5 strates successives. La première strate correspond aux mouvements et animations dans la scène elle-même, par les acteurs ou autres éléments dans l'image. C'est le contenu image. La deuxième strate est le passage par l'objectif, puis le boîtier de prise de vue, caméra ou hybride ou autre, et en parallèle, autre strate, la tenue par le caméraman avec ou sans l'aide d'accessoires complémentaires. Et enfin, le montage final où les logiciels pourront nous permettre de corriger quelques niveaux de stabilisation. Pourquoi est-il important d'avoir en tête ce parcours flux chronologique de construction de l'image? C'est parce qu'à chacune de ces 5 strates, on peut avoir un niveau complémentaire de traitement de la stabilisation. Tout d'abord, les animations dans la scène elle-même, la première strate. Ces animations peuvent nous inviter à des mouvements de caméra beaucoup plus sobres et stabilisés, comme sur trépied par exemple, cela afin d'éviter des mouvements de caméra trop dynamiques, alors que l'on a déjà des mouvements importants dans la scène d'action par exemple. La question qui va se poser est, ne va-t-on pas générer de l'inconfort chez le spectateur? Mais je rappelle que nous sommes ici dans le choix créatif du produit final, et certains films, en tous les cas c'est mon avis, ne se privent pas de dynamique trop excessive, et je trouve cela un peu désagréable. La deuxième strate concerne le moment où l'image passe par l'objectif. Il faut le savoir que certains objectifs, en fonction des prix et gammes, disposent de stabilisation optique intégrée, d'autres pas. On le voit dans la dénomination de l'objectif avec des extensions de type OSS pour Optical Steady Shot pour Sony, ou IS pour Image Stabilization pour Canon, par exemple. Mais aussi par un switch on-off d'activation de la stabilisation, si celle-ci existe. La stabilisation est alors réalisée par un jeu sur une lentille dans l'objectif, mais ne concerne que les micro-mouvements, haute fréquence que l'on a évoqués précédemment. Cette lentille flottante compense les micro-mouvements en s'appuyant souvent sur un microprocesseur, un gyroscope ou un accéléromètre sur 3 axes
ou plus. L'activation on-off de la stabilisation proposée par l'objectif permet de voir immédiatement l'efficacité redoutable et l'apport d'une telle fonctionnalité. Élément à considérer donc lors de l'achat d'un objectif. Pour apprécier l'effet de stabilisation, faites par exemple l'essai pour une focale de 100 mm d'un shutter, donc vitesse d'ouverture à 1/15 de seconde, et non de manière standard proche de 1/100 pour un 100 mm, et on voit tout de suite les effets de flou réduits par la stabilisation. On complète l'information ici en rappelant aussi que la focale de l'objectif sera un paramètre important du problème de stabilisation. Imaginez la prise de vue en grand angle 24 mm et celle avec un téléobjectif de 400 mm. Les tremblements n'auront pas du tout les mêmes effets et ne seront pas traités de la même façon. Donc je vous laisse faire le test. La troisième strate concerne le boîtier de prise de vue, car celui-ci peut renfermer, encore une fois en fonction du prix et gamme, des fonctionnalités hyper intéressantes de deux types. Soit optique, où le capteur d'image CMOS ou autre est micro-piloté ou amorti pour permettre d'absorber certains mouvements parasites. Là encore, et comme pour l'objectif, on cible les micro-mouvements. On est ici souvent stabilisé sur 5 axes. Soit micro-logiciel, où le calculateur d'image va analyser la captation en temps réel et corriger le flux pour le stabiliser d'une image à l'autre. L'efficacité est encore une fois redoutable, mais cela se fait souvent au détriment d'un cropping de quelques pixels de l'image, car le calculateur a besoin de quelques pixels pour faire glisser l'image en fonction des tremblements. En parallèle, la quatrième strate, et une des plus importantes, est la tenue par le caméraman. Importante car avec l'expérience, on peut arriver à des niveaux de maîtrise de la tenue caméra et de la fluidité de sa prise de vue. On n'a alors pas besoin d'accessoires associés à la stabilisation. C'est pour cela que j'évoque parfois le sans ou avec accessoires. On peut donc parfois s'en passer pour rester léger dans sa configuration de tournage. C'est ce que j'appelle la tenue caméra à main nue. Je rappelle ainsi que tous les accessoires de stabilisation, comme un stabilisateur ou un trépied de qualité, compliquent un peu la manutention lors des tournages. Ainsi, si on est contraint par cette mobilité, cas de vidéo de voyage, vlog par exemple, on peut aussi faire le choix de se passer des accessoires lourds, encombrants et aussi coûteux de stabilisation. Donc bien penser à s'entraîner en amont si on n'a pas à notre disposition ces accessoires. Par contre, la tenue par le caméraman peut être largement améliorée, facilitée par de petits accessoires et pas nécessairement coûteux, permettant ainsi une meilleure stabilité. Le premier accessoire que j'évoquerai pour la tenue caméra est une cage, comme celle-ci, ou une ou des poignées complémentaires, comme on le voit ici. Là encore, chacun aura son point de vue, et vous aussi. L'objet est ici d'avoir une bonne tenue de son boîtier, au-delà du design de l'appareil que l'on a entre les mains. Ainsi, une simple poignée fixée sur l'attache hot shoe ou sur la base de fixation du boîtier permet d'avoir une bien meilleure stabilité sur beaucoup de mouvements, car on se retrouve alors avec une tenue sur une seule main, cela permettant de récupérer une bonne suspension, fluidité et amortissement du bras, tout en changeant le centre de gravité du boîtier. Au-delà des poignées, la cage, quant à elle, comme ici avec un modèle Camvat, étend un peu les possibilités car elle permet de positionner les poignées en fonction de ses propres sensations ou de la configuration de tournage, mais aussi de rajouter des accessoires autour du boîtier, du type prise de son, moniteur de contrôle, etc. Cet investissement est donc vraiment à considérer dans ses débuts quand on veut garder cette liberté dans la prise de vue. C'est justement le gros inconvénient du trépied, deuxième accessoire potentiel pour la tenue caméra, c'est ce manque de liberté dans les mouvements caméra. Le trépied est pourtant un accessoire pratique et indispensable pour de nombreux tournages, comme un interview, une captation de spectacle ou une scène avec déjà beaucoup d'action comme on l'a vu précédemment. Les mouvements caméra sont alors limités à la rotule qui est en tête du trépied. Le gros avantage ici, le fait que les micro-tremblements abordés précédemment peuvent être ici complètement absents. Mais là encore, la qualité et la stabilité du trépied contribueront au bon résultat final ou pas. On remarquera au passage que l'utilisation d'un trépied est à bien composer avec la stabilisation de l'objectif et ou du boîtier de prise de vue. Car avec un pied fixe, les systèmes de stabilisation optique, souvent électromécaniques, peuvent induire des micro-shifts d'image, des pompages non souhaités, donc à tester. On peut ainsi désactiver la stabilisation de l'objectif quand la caméra est installée sur un trépied
en caméra fixe, mais on peut aussi se poser la même question si on fait un petit panoramique lent, encore une fois, mouvement à tester. On l'a vu, le trépied limite les mouvements caméra au potentiel de la rotule, donc panneau, roulis, tilt. C'est la raison pour laquelle j'évoque rapidement le slider, c'est le troisième accessoire permettant de contribuer à des mouvements de caméra différents et bien stabilisés. On rajoute ici un mouvement linéaire qui aide à faire des plans très qualitatifs. L'amplitude du mouvement linéaire, je n'évoquerai pas ici les mouvements de plusieurs mètres utilisés par les travelling de cinéma. La fluidité de la translation, plusieurs technologies de guidage existent, mais aussi son pilotage. Certains sliders sont motorisés, voire télécommandés, vont encore une fois dépendre du budget que l'on est prêt à y mettre. Et cela est un vrai plus dans beaucoup de séquences à caractère pro. Je n'évoquerai pas ici, faute de temps, les rigs. Comme ici, le Jag 35, il y en a une très grosse variété et ils ont l'avantage d'être modulables. Ce sont de vrais Lego. Systèmes qui permettent d'embarquer sur épaule, par exemple, l'ensemble de notre système de tournage, comme ici. Option donc à considérer dans nos accessoires de tournage. Retrouvons maintenant plus de liberté dans notre tenue caméra en évoquant le quatrième accessoire, le stabilisateur. Le stabilisateur est devenu un accessoire essentiel pour le vidéaste et cela est possible grâce à la démocratisation de ce type de système. Et on doit remercier la société chinoise DJI pour proposer depuis des années des systèmes de tout prix et gamme. Je ne vais pas m'étendre sur les gammes DJI de stabilisateurs, on y passerait trop de temps, mais je vous invite à aller voir les différents modèles proposés par DJI dans les liens proposés ici en commentaire pour cet épisode. Cela vous permettra de voir les gammes de prix, d'encombrement et de type d'usage. À noter que certains stabilisateurs sont dédiés à des smartphones, comme l'iPhone. Leur poids et prix sont alors assez light. Avant d'aborder différentes variantes de stabilisateurs et pour notre compréhension générale, je vais rappeler aussi l'objectif et le fonctionnement du stabilisateur. On va s'intéresser ici au mouvement parasite d'amplitude moyenne, pas de micro-tremblement davantage pris en charge par l'objectif et le boîtier comme on l'a vu précédemment. Voici deux exemples types. Premièrement, vous faites un travelling en marchant ou en courant et vous voulez lisser et amortir les mouvements que vous générez. Deuxième exemple, vous êtes dans un véhicule en mouvement, voiture, bateau ou autre, et certaines variations de mouvement du véhicule font bouger la caméra. Bien sûr, il y a des limites d'amortissement. Ceci est lié à l'amplitude et la fréquence des mouvements parasites. Le premier stabilisateur simple consiste à amortir les mouvements de caméra en changeant le centre de gravité. C'est ce que l'on retrouve avec ce type de Steadicam basique. Celui-ci, le Steadicam Merlin 2, fait partie des ancêtres des Steadicam. Il a été conçu par Garrett Brown, l'inventeur américain du Steadicam, et il nécessite un peu d'entraînement avec des réglages d'équilibre un peu compliqués, avec ses contrepoids et ses réglettes de centrage. Mais il a le mérite d'être hyper simple. On est ici sur de la physique de base. On peut retrouver le même principe si on n'a pas de Steadicam en laissant pendre un trépied léger, par exemple en base du boîtier de prise de vue. Vous verrez alors que la dynamique de prise en main et de mouvement en est fluidifiée. On passe ensuite à des stabilisateurs, les plus populaires aujourd'hui, comme chez DJI, qui sont motorisés et auto-stabilisés. Auto-stabilisés car une électronique à haute fréquence asservit les moteurs en fonction des mouvements qu'elle mesure. L'électronique arrive ainsi à amortir, contrecarrer des mouvements non souhaités. Bien entendu, l'équilibrage physique initial, quand on installe son boîtier avec son objectif, est primordial. C'est l'équilibrage physique de notre système, un peu à l'image de notre Merlin 2. En complément, on va avoir tout un paramétrage de l'électronique afin d'avoir des comportements plus ou moins agressifs ou fluides dans l'asservissement et l'amortissement des mouvements. Je ne ferai pas l'éventail des paramétrages électroniques. Vous trouverez suffisamment de tutos sur le web à ce sujet, mais j'évoquerai simplement le fait que vous avez des modes de suivi plus ou moins fluides jusqu'à pouvoir bloquer l'horizon par exemple. Je vais vous montrer maintenant deux types de stabilisateurs motorisés qui ont leurs avantages et inconvénients propres, mais aussi un domaine d'usage plus ou moins ciblé. Le premier stabilisateur motorisé que je vous présente ici est le récent DJI RS3 Mini, autour de 390 €, qui permet d'embarquer jusqu'à 2 kg, boîtier plus objectif. On a donc cette première limite, le poids embarqué. Ensuite, on peut difficilement mettre un accessoire sur le boîtier, moniteur de contrôle ou micro, au risque de surpoids ou d'inertie trop importante
par rapport au système de stabilisation. Donc incompatible avec la petite taille des moteurs micropilotés du RS3 Mini. Par contre, l'avantage indéniable est sa petite taille, son poids faible, à peine 800 grammes, qui en font un accessoire adapté à des tournages nomades. Il rentre facilement dans notre sac et sa batterie fixe d'une capacité de 10 heures en fait un accessoire rêvé pour beaucoup d'entre nous, dont les vélogueurs. Le deuxième stabilisateur motorisé que je vous présente ici est plus conséquent car il associe le même type de mécanisme que le RS3 Mini, bien sûr, mais avec des moteurs et une architecture plus puissants. La charge embarquable est donc plus confortable. Il est ici question du DJI Ronin-M qui fait autour de 700 € en occasion. L'avantage ici est d'avoir un cadre qui permet une prise en main complètement différente, mais aussi de pouvoir embarquer plein d'accessoires de type moniteur de contrôle, micro, éclairage d'appoint, follow focus, piloté au doigt, etc. Cela en fait un accessoire hyper utile et confortable au moment des tournages. D'une manière générale, le poids cumulé de votre boîtier, objectif, stabilisateur, quel qu'il soit, et autres accessoires est un vrai sujet. Le poids à manipuler peut devenir physiquement un vrai calvaire lors de tournages de plusieurs heures. C'est la raison pour laquelle, associé au Ronin-M présenté précédemment, on envisage assez vite un support, une sorte de potence de tout le système qui pèse plusieurs kilos. Comme ce modèle EasyRig autour de 750 € qui permet de porter au travers d'un harnais 3 à 10 kilos, tout en répartissant les masses sur vos épaules, dos et hanches. La portée de l'ensemble devient donc plus confortable, même si cela reste assez physique. Un autre gros avantage de cet ensemble EasyRig et Ronin-M est de pouvoir, quand on est tout seul sur le tournage, manipuler le boîtier ou autre accessoire comme la focale sans aide externe et de manière immédiate. Encore une fois, je ne vais pas m'étendre sur les très nombreux paramétrages possibles ou sur les accessoires que l'on peut y associer, comme un amortisseur supplémentaire sur la potence qui permet d'amortir encore davantage les mouvements de marche ou de course par exemple. Ce dernier ensemble, Ronin-M, associé à l'EasyRig, rappelle un peu le Steady que l'on voit souvent au cinéma ou sur les plateaux de télévision. C'est juste que certains Steadicam Pro peuvent atteindre plus de 10 000 €. Mais les principes physiques et fonctionnels sont identiques à ce que vous connaissez maintenant. Comme la plupart des investissements matériels que l'on peut faire, il est pertinent de trouver le moyen de tester tel ou tel système et trouver le sien, et pour les usages que l'on envisage. On aura donc en tête les critères essentiels suivants. Budget, masse embarquée et compatibilité avec notre boîtier et ses objectifs, encombrement par rapport à la portabilité et le scope d'usage envisagé. Au-delà de ces facilités matérielles qui nous permettent de mettre sous contrôle la stabilité de nos images, on peut et on doit évoquer aussi la puissance actuelle de nos logiciels de montage, comme Adobe Premiere Pro, qui nous permettent de corriger en post-prod certains défauts de stabilité. On rappelle ici, et c'est aussi vrai sur les réglages d'éclairage, de focus, de cadrage, etc., que ces ajustements doivent être réglés lors du tournage et ne pas être différés en se disant que cela va être réglé en post-prod. Il y a des limites. Et c'est aussi le cas sur la stabilité d'image. Il faut donc maîtriser cela au maximum lors du tournage. Cela étant dit, nos logiciels de montage ont la capacité de corriger certains plans qui sont trop instables. Le logiciel opère alors une analyse de la séquence complète et voit l'ampleur du massacre. Là encore, il y a beaucoup de paramètres liés à l'amplitude et la fréquence de l'instabilité qui sont tolérés. Ensuite, le logiciel va être obligé de se réserver une partie de pixels, d'un croppage de l'image, qui est inévitable. Rappelez-vous ce que nous avons vu précédemment quand le boîtier donne aussi cette possibilité logicielle intrinsèque. Même punition sur le crop. Le croppage est alors proportionnel à l'instabilité analysée. Mais en final, pour des instabilités faibles et malheureusement constatées au moment du montage, on peut parfois avoir des résultats super satisfaisants. Option donc à expérimenter. Voilà donc pour ce survol de la prise en main et stabilisation caméra, devant nous permettre de mieux maîtriser les mouvements de prise de vue et les rendre plus fluides, voire parfois plus pro. Vous pourrez donc trouver en description de cet épisode quelques références internet intéressantes en la matière, et en particulier sur les gammes de stabilisateurs et accessoires dont DJI et SmallRig. Vous y retrouverez aussi beaucoup de tutos pédagogiques, plusieurs
sur YouTube pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin et plus en profondeur. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous glisser tout commentaire qui permettrait d'améliorer, voire compléter cet épisode dans des mises à jour futures. Cela servira à l'ensemble de notre communauté. Merci également pour votre like sur cette vidéo qui aide à positionner la qualité des différents épisodes produits. De même, n'hésitez pas à vous connecter à notre groupe privé Facebook, Formation Vidéo Clip 78, lien en description, qui nous permet d'interagir entre nous tous. Merci pour votre contribution. Pour finir, avec ou sans accessoires de stabilisation, je vous souhaite d'excellents tournages.